Il faut peut-être qu'on démarre ce webinaire. Donc, merci à tous d'être connectés. On espère que d'autres vont se joindre à nous pour cette présentation. C'est le quatrième épisode de cette série de webinaires au cœur des données. Et c'est un format qu'on a à cœur d'organiser, d'animer, justement pour donner la parole à des équipes de recherche. Les équipes de recherche qu'on accompagne et qui vont nous montrer finalement toutes les difficultés et les résultats auxquels leurs travaux ont pu conduire. Donc pour cet épisode, on est autour de cette table virtuelle. On est tous intéressés de savoir finalement quels sont les éléments qui sont sortis du projet Somnibruit. Et donc on a aussi autour de la table le commissariat général au développement durable qui va co-animer avec moi, avec Maxime Caillé, donc cette séquence. Peut-être Laura, je te laisse te présenter en quelques mots. Oui, donc moi Laura Barbier, je suis chargée de mission santé-environnement au ministère de l'Aménagement du Territoire et de la Transition écologique et donc au CGTT. Voilà. Merci beaucoup. Et de mon côté, donc Maxime Caillé, donc plateforme des données de santé, Health Data Hub également, si c'est plus simple pour certains pour identifier qui on est. Et donc je travaille au sein de la direction des partenariats. Et donc on a notamment à charge d'animer l'appel à projet auquel est issu ce projet, donc la donnée en santé environnement pour la recherche et l'innovation, mais également d'accompagner donc ces équipes au fil de leur projet. Peut-être un point de détail avant de laisser la parole aux panélistes, aux présentateurs de ce jour. C'est un webinaire qui est enregistré, donc vous avez tout à fait la possibilité de poser vos questions et utiliser le bouton de chat qui est en bas de l'écran pour pouvoir nous les faire parvenir. On prendra un temps à l'issue de la présentation pour y répondre. L'idée, c'est plutôt de se laisser 45 minutes de présentation pour que Fanny, Maxime, Kalim aient vraiment le temps de pouvoir dérouler un petit peu les différents éléments de leur projet. Et ensuite, on prendra une quinzaine de minutes pour répondre aux éventuelles questions qui seront posées dans le chat. Euh, donc, je l'ai dit, c'est un webinaire qui est enregistré. Donc, on vous enverra aussi à l'issue de la présentation le replay pour que vous puissiez reconsulter ces différents éléments puis les envoyer aussi à ceux qui n'auraient pas pu se joindre aujourd'hui. Et donc, c'est pour cela qu'on sera aussi vigilant à ne pas citer les noms et prénoms des personnes connectées pour veiller à bien préserver cet anonymat. Voilà, est-ce que Fanny, Maxime, Kadim, vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts pour démarrer? Je vais peut-être juste faire un petit tour de table pour vous présenter. Oui, volontiers. Donc, merci Maxime. Donc, Fanny Metliki, moi, je suis la directrice de Bruit Paris. Bruit Paris, c'est l'Observatoire du bruit en Île-de-France. Donc, on a un rôle d'accompagnement des politiques publiques sur le sujet du bruit, avec une mission importante qui est de caractériser les nuisances sonores, donc avec des techniques de mesure ou de modélisation. Et puis, on participe à des projets qui visent à faire progresser les connaissances sur les impacts du bruit sur la santé. Et c'est dans ce cadre-là donc qu'on a répondu à l'appel à projet qui a été lancé par le HDH et le GD4H pour un projet donc bruit et sommeil qu'on va vous présenter. Voilà, et donc on remercie déjà, je tenais à remercier l'encadrement et le soutien qu'on a pu avoir à la fois du HDH et du GD4H sur ce projet. C'était la première édition de l'appel à projet et je pense qu'on a pu faire la démonstration que c'était un format, je pense, de soutien qui était très intéressant parce que sur une durée courte, donc je pense que pour les équipes de recherche, c'est bien aussi d'avoir des propositions d'appel à projet qui répondent à une question de recherche sur un temps relativement court. C'est important pour les politiques publiques parce que ça fait progresser, on espère vous le démontrer aujourd'hui, mais voilà, on peut apporter des premiers enseignements sur une question qui est quand même attendue pour faire avancer les choses et ça, c'est appréciable. Donc, je remercie tout particulièrement tous ceux qui nous ont entourés dans le cadre de ce projet au sein du HDH. Voilà. Maxime, je te laisse te présenter. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous pour ce webinaire. Donc, je suis Maxime Chauvineau, je travaille à Bruit Paris en tant que chargé de recherche. Donc, mon rôle, c'est de construire, d'élaborer, de mettre en œuvre des projets de recherche sur le versant de la santé, parce que je suis plutôt spécialiste du sommeil. Donc, c'est de faire le lien entre les aspects environnementaux et en particulier le bruit, dans le cadre de Bruit Paris, et l'impact sur la santé. Et en particulier, en tout cas, c'est plutôt mon expertise sur le volet sommeil, et ce sera le sujet du jour. Et je travaille également au Centre du sommeil et de la vigilance de l'Hôtel Dieu à Paris, sur également des projets de recherche spécifiques au sommeil et les aspects environnementaux. Voilà. À toi, Kadim, je te passe la... Oui. Bonjour à tous et à toutes. Moi, c'est Kadim Ndiaye, je suis statisticien à l'Institut Paris Région, principalement au département santé
de l'Institut Paris-Région, qui est l'Observatoire régional de la santé. Et c'est un observatoire qui est financé par l'ARS, l'Observatoire régional de la santé, et la région Île-de-France. Donc, on travaille principalement sur des données de santé, d'environnement, et voilà. Et je remercie Biparif et HDE pour ce beau projet. Merci beaucoup pour ce tour de table qui va nous permettre de pouvoir démarrer. Effectivement, alors, en complément, et juste en fin d'introduction, c'est intéressant parce que c'est vraiment la première édition de cet appel à projet. Donc, c'est l'un des projets qui a été retenu et qui est particulièrement emblématique. Ça permet de montrer aussi comment est-ce qu'on peut, avec un dispositif comme un appel à projet, aussi monter des cas d'usage dans un délai assez contraint et qui peuvent effectivement avoir vraiment des répercussions intéressantes, notamment en termes de puissance publique ou en termes de compréhension de certaines problématiques de santé. Voilà, donc l'équipe, donc Fanny, Maxime et Kadim ont prévu aussi quelques slides. Je vous propose, enfin vous pouvez les projeter, vous appuyez dessus pour pouvoir répondre aux quelques petites questions qu'on a prévues avec Laura. Et peut-être pour démarrer la présentation du projet, si on veut un peu recontextualiser pardon, les questions que vous vous êtes posées, est-ce que vous pouvez revenir sur le problème de santé publique et environnementale qui était à l'origine du projet? Est-ce que vous pouvez finalement revenir un peu sur les questions en quoi le sommeil joue finalement un rôle essentiel en matière de santé publique? Maxime, ton micro est fermé. Maxime, ouais. Voilà, est-ce que c'est bon, vous m'entendez? Pour que je Oui, puisse Mais répondre à bon, la question. Donc, en effet, en quoi le sommeil est un enjeu de santé publique? Donc, c'était vraiment la question qui, enfin, en tout cas, qui a motivé ce projet d'explorer la relation entre le bruit environnemental au sein de la zone dense francilienne et les problématiques de sommeil. Donc, pour bien commencer et bien comprendre un petit peu le contexte, faut bien comprendre que le sommeil, c'est vraiment la clé de voûte de notre santé. Même de anciennes études hein, ont bien mis en évidence que si l'on ne dort pas, bah, on meurt, sur des modèles animaux. Et vous voyez ici à l'écran quatre grandes fonctions du sommeil. Le sommeil va remplir un rôle cérébral, cognitif. Il va permettre de consolider la mémoire, l'apprentissage. Donc c'est vraiment un rôle très important, notamment chez les jeunes, pour garantir l'apprentissage. Il va avoir un rôle également sur la régulation des émotions, notre santé mentale pour permettre un équilibre psychologique, mais également physiologique, puisqu'il a un rôle également dans les fonctions métaboliques et endocriniennes, pour permettre de restaurer l'énergie qu'on a besoin pour réaliser notre journée, et également renforcer nos défenses immunitaires voilà, pour garantir notre bonne santé. Il va avoir également un rôle de développement de la plasticité cérébrale, des processus d'adaptation, donc en lien aussi avec les fonctions de mémoire et d'apprentissage, et de maturation neuronale. Ça a vraiment un rôle vraiment de l'apprentissage. Grâce au sommeil, le sommeil nous permet d'apprendre, de mémoriser et de réguler nos émotions et nos capacités cognitives. Il va également avoir un rôle entre guillemets, de nettoyage de notre cerveau. Au fur et à mesure de la journée, on accumule les déchets hein, qui ont besoin d'être éliminés. Et c'est le rôle du cerveau de rafraîchir, entre guillemets, ce cerveau. Et c'est d'ailleurs cette sensation qu'on a le matin, un sommeil qui est récupérateur. C'est un sommeil où le matin, quand on en sort, on se sent rafraîchi. Et ça a également cette fonction-là, même au niveau cellulaire dans notre cerveau. Donc ça, c'est un petit peu les fonctions du sommeil, mais évidemment, lorsqu'on a un sommeil dégradé, à la fois en quantité et en qualité, les fonctions ne sont pas remplies. Et donc, c'est tout un engrenage, un processus de dégradation de la santé en général qui se produit, notamment lorsqu'on a des troubles du sommeil chroniques. Euh, qui vont augmenter le risque cardiovasculaire, le risque de diabète, d'obésité. On en reparlera notamment avec le lien avec le bruit. Et lorsqu'on fait un état des lieux un petit peu du sommeil des Français, on voit bien lors du dernier rapport, le dernier baromètre de Santé publique France, hein, qui est sorti il y a à peine 6 mois, qui a interrogé le sommeil des Français. C'est un baromètre hein, qui est réalisé tous les 5-6 ans sur le sommeil des Français pour faire un état des lieux. On voit bien que le sommeil, c'est vraiment peut-être
quelque chose qui est un peu mis à l'écart de la part des Français, et c'est notre société hein, qui malheureusement veut cela via le rythme de travail, le rythme familial. C'est un peu, voilà, on met un peu notre sommeil en arrière-plan et quelques chiffres clés qui est important de mémoriser par rapport à ce baromètre, cet état des lieux, c'est que plus d'un Français sur cinq, donc un peu plus de 20%, dort moins de 6 heures par nuit. Or, 26, or, moins de 6 heures par nuit, d'un point de vue clinique, on considère qu'on est en réelle dette de sommeil. Et alors, cet état des lieux, c'est vraiment une moyenne annuelle. Donc, on peut considérer qu'il y a à peu près 20%, un cinquième des Français qui seraient en dette chronique de sommeil. Alors, c'est à mettre un petit peu en- voilà, faut bien prendre en considération, garder en tête en tout cas qu'on a tous un sommeil, des besoins de sommeil qui sont différents. Il y a des courts, des longs dormeurs, mais moins de 6 heures par nuit, on considère on peut être, on est fortement à risque d'être en dette de sommeil, sachant que les recommandations sont autour de 7-9 heures. Et que ce phénomène, il est quand même assez prégnant en Île-de-France, puisque ce rapport indique que c'est 25% des Franciliens qui seraient dans cette dette de sommeil. Et lorsqu'on parle un petit peu plus de troubles du sommeil, notamment d'insomnie, il y aurait près d'un tiers des adultes qui seraient en situation de plainte, qui rapporteraient une plainte d'insomnie en France, qui sont considérées comme des difficultés à s'endormir, avoir des réveils nocturnes fréquents et des réveils et ou des réveils précoces. Voilà donc un petit peu un état des lieux sur les fonctions du sommeil et en quoi c'est un sujet vraiment très important actuellement, puisque le sommeil est un petit peu mis de côté par notre société actuelle. Et par notre société, mais également par les facteurs environnementaux, puisqu'on sait bien que l'environnement est un synchroniseur de notre sommeil, à savoir la lumière notamment, à savoir les conditions climatiques. En ce moment, on a justement une vague de chaleur et peut-être que vous qui nous écoutez, vous êtes peut-être en difficulté par rapport à votre sommeil en ce moment et également le bruit. Et justement, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a exploré un petit peu, a étudié ce facteur environnemental et dans ses rapports, l'OMS dit que c'est un des facteurs environnementaux les plus impliqués dans les troubles du sommeil. Et dernièrement, l'Agence européenne de l'environnement, qui publie un rapport tous les 5 ans, donc le dernier date de juin 2025, rapporte que 20 à 30% d'Européens seraient exposés à des niveaux de bruit nocturnes préjudiciables à leur santé. Et que concernant les troubles du sommeil, du fait du bruit des transports, ce serait jusqu'à 7 millions d'Européens qui seraient touchés. Il y a également un indicateur le DALI, le fameux DALI, qui est le nombre d'années de vie en bonne santé qui sont perdues chaque année. Et ça représenterait jusqu'à 70 000 années de vie perdues chaque année, ne serait-ce qu'en Europe. Donc on voit bien ici que ce facteur environnemental qui est le bruit est vraiment un enjeu de santé publique, et en particulier pour le sommeil, qui perturbe le sommeil. Donc, quand on creuse un petit peu la raison de pourquoi le bruit impacte le sommeil, il a fallu mettre en place des études en laboratoire. Donc, là, je vais citer notamment un certain nombre d'études réalisées par l'équipe de Mathias Bassner sur ces 20-25 dernières années. Et il faut bien comprendre que notre cerveau essaie, tant bien que mal, de filtrer les nuisances qui peuvent affecter le sommeil, l'odorat et le bruit en particulier, notamment la lumière et le bruit. Mais que pour se protéger, c'est issu justement de nos ancêtres, hein, pour se protéger, il y a quand même des systèmes d'alerte au niveau de nos cerveaux qui s'activent lorsqu'on est sujet à ces nuisances. Donc lorsqu'on a un bruit, finalement, ça crée des réactions autonomiques donc, du système nerveux autonome qui, par des processus neurologiques, endocriniens notamment, augmentent la pression artérielle, augmentent la fréquence cardiaque. Pendant le sommeil, ces nuisances sonores vont créer des mouvements, des micro-éveils, je vais vous l'illustrer juste après, et des changements de la micro et macro-structure du sommeil, à savoir des changements de stade de sommeil. Sommeil léger, profond et paradoxal. Donc on a un sommeil un peu plus vulnérable, plus fragmenté. Je vous présente ici
un schéma à droite, on appelle ça la polysomnographie, qui est la méthode d'exploration du sommeil de référence qu'on utilise dans le cadre clinique et en laboratoire, qui permet de mesurer justement ces réactions autonomiques et l'architecture du sommeil. Et à gauche, vous avez un graphique issu une figure issue des études de l'équipe de Mathias Bassner. Et vous voyez en haut la fréquence cardiaque tout au long de la nuit et en bas des bruits, des séquences de bruits qui ont été artificiellement introduits dans le sommeil de patients. Donc, c'était des bruits d'avions, notamment des passages d'avions, autour de 65 décibels. Et vous voyez qu'à chaque passage d'avion, il y a une augmentation de la fréquence cardiaque. Donc, ce sont ces fameuses réactions autonomiques. Et lorsqu'on regarde l'architecture du sommeil, grâce à la polysomnographie, on voit ici que presque à chaque passage d'avion, il y a un éveil. Or ici, vous voyez seulement la macrostructure du sommeil, mais également la microstructure du sommeil. Et les équipes de Mathias Bassner montrent bien également que ces bruits s'introduisent dans le sommeil en créant des micro-éveils, on ne se souvient pas forcément, et qui viennent dégrader notre qualité de sommeil. Et donc sur le court terme et le long terme, ces nuisances sonores, qui sont bien montrées au travers des nuisances, enfin le trafic routier, aérien et ferroviaire en particulier, vont réduire la quantité de sommeil, augmenter la latence d'endormissement, augmenter les réveils nocturnes et la probabilité de se réveiller précocement, et dégrader la qualité de sommeil au travers d'une réduction du sommeil lent profond et du sommeil paradoxal. Et sur le court terme, l'impact journalier va être vraiment conséquent puisque ça va augmenter la somnolence diurne, les troubles de l'humeur, une baisse de la concentration et des performances. C'est d'ailleurs les premiers symptômes de la dette de sommeil. Et sur le long terme, les conséquences sont plus graves puisque ça va augmenter le risque d'insomnie chronique, de maladies cardiovasculaires, d'hypertension, inflammation, surpoids, obésité, diabète de type 2 et également les troubles cognitifs et d'apprentissage notamment chez les enfants. Il y a quand même un certain nombre d'études qui le montrent. Donc ce sont à la fois, il faut bien comprendre que ce sont à la fois des effets directs du bruit sur ces paramètres de santé, puisque ça crée des réactions autonomiques du système nerveux autonome, mais aussi indirectes via la dégradation du sommeil. Donc à travers ces études en laboratoire, il y a eu de nombreuses études épidémiologiques qui ont permis justement à l'OMS de réaliser des courbes dose-réponse et des recommandations pour justement les acteurs publics et pour essayer de réguler un petit peu ces nuisances sonores environnementales liées au trafic. Donc vous voyez ici ces courbes dose-réponse pour chaque source de bruit, aérienne, routière et ferroviaire. On voit notamment que l'impact du bruit aérien est quand même sur le sommeil est quand même est quand même plus important que les deux autres sources de bruit. Donc vous voyez ici sur les graphiques, l'axe des abscisses, c'est le niveau de bruit en décibels nocturne, entre 22 heures et 6 heures, annuel en moyenne. Et l'axe des ordonnées, c'est la proportion d'individus, de personnes qui sont hautement perturbés dans leur sommeil. Voilà. Et il y a eu des actualisations via l'étude de Smith, l'équipe de Mathias Bassner également. Vous voyez les courbes violettes. Et du coup, l'OMS a permis, grâce à ces courbes dose-réponse, de proposer des recommandations qui datent de 2018, hein, qui sont de ne pas dépasser 40 décibels pour le bruit aérien, 45 décibels pour le bruit routier et 44 décibels pour le bruit ferroviaire, pour préserver la qualité et quantité de sommeil de la population. Donc voilà un petit peu un état des lieux dans quoi le sommeil est un enjeu de santé publique, que le bruit environnemental impacte grandement notre sommeil, mais il y a encore quand même des limites à lever, des choses à aller explorer, et notamment la spécificité de la zone dense francilienne qui est une superposition des expositions. Puisque vous voyez ici une carte de bruit réalisée par Bruit Paris qui date de l'échéance 4 des cartes stratégiques de bruit de 2022. On peut voir notamment ici les deux aéroports, Charles de Gaulle et Orly en bas, et les différentes voies routières, trafic ferroviaire. Et on voit bien ici que la population de la zone dense francilienne est exposée à ces trois sources de bruit, mais pas que, puisqu'il y a un certain nombre de sources de bruit qui sont très difficilement d'ailleurs explorées et mesurées. Et notamment le bruit lié aux activités récréatives nocturnes, le bruit des bars, des cafés, des restaurants,
des discothèques qui sont quand même très présentes à Paris. Et il n'y a aujourd'hui aucune donnée, aucune étude, aucun résultat sur l'impact de ces nuisances sonores sur le sommeil des Franciliens. Sachant que le bruit de ces bars, restaurants, cafés, discothèques sont quand même bien documentés par la population. En tout cas, là, il y a une réelle plainte de la population parisienne vis-à-vis de cette nuisance sonore. Et c'est d'autant plus un enjeu actuel puisque entre 2018 et 2023, c'est plus de 26%, enfin c'est une augmentation de 26% des terrasses autorisées et donc justement un accroissement de cette potentiel de cette nuisance sonore. Et voilà, quand je parlais de plaintes des Parisiens, le chiffre est de 11% des Parisiens qui citent cette nuisance sonore comme principale source de bruit à leur domicile, à leur domicile. Donc c'est quelque chose qu'on a souhaité explorer pour répondre justement, comme le disait Fanny en introduction, à un enjeu actuel et puis à une réelle plainte de la population. Donc l'objectif de l'étude Somni-Bruit a été de quantifier les effets du bruit environnemental, à savoir le bruit routier, ferroviaire, aérien et lié aux activités récréatives nocturnes sur les troubles chroniques du sommeil de type insomnie dans la zone dense francilienne. Et donc ça a rassemblé plusieurs acteurs, Bruit Parif en tant qu'expert du bruit, l'Université Paris-Cité et le Centre du sommeil et de la vigilance de l'Hôtel Dieu à Paris sur la partie sommeil. Et puis l'ORS, l'Observatoire régional de santé d'Île-de-France, dont fait partie CADIM, et la ville de Paris. Voilà en termes d'introduction pour contextualiser un petit peu l'étude. Merci beaucoup. Moi, tout d'abord, je vais vous poser une question sur la démarche scientifique que vous avez utilisée pour répondre aux ambitions du projet. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu? Oui, ouais, comme Maxime le disait tout à l'heure, en fait, on voulait mettre en relation les indicateurs de bruit, le niveau d'exposition, avec un indicateur sanitaire qui est le taux de patients ayant reçu un remboursement des médicaments prescrits pour le trouble du sommeil dans des communes denses d'Île-de-France. En fait, on a une zone d'étude qui est composée d'à peu près 550 communes. Peut-être Fanny reviendra plus tard sur cette zone dense. Et, et, 432. ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et en fait, pour mettre en relation, Laura, cette exposition au bruit et en fait les médicaments, donc notre indicateur sanitaire, on a essayé d'introduire dans cette relation-là, en fait, d'un côté, on a notre indicateur qui est notre outcome, indicateur sanitaire, de l'autre côté, les différentes sources de bruit, et ensuite, on a mis en évidence des facteurs de confusion. Par exemple, il y a le FDEP. Le FDEP, c'est un indice de désavantage social qui peut jouer dans les communes sur le niveau de vue et du logement et tout ce qui va avec. Donc, c'était important de mettre ensemble un facteur. On a mis en évidence aussi le médecin traitant parce qu'on considère que ce n'est pas les mêmes habitudes de consommation de soins en fonction qu'on est un médecin traitant ou pas. Et ensuite, ici, les données qu'on a, c'est les données de remboursement de médicaments, c'est des données, on n'a pas les données d'automédication, c'est des données issues de l'assurance maladie, c'est les gens qui ont la démarche d'avoir des données remboursées. Donc, c'est très important de mettre en évidence cet facteur de médecin traitant. On a mis aussi en évidence aussi dans cette relation avec la densité de population, parce que c'est important aussi, ça peut jouer aussi sur le sommeil. Ensuite, il y a des facteurs d'ajustement qui est l'âge et le sexe. Ici, une des statistiques, c'était quoi? C'était la maille, en fait. On avait deux niveaux de maille. Il y avait l'iris et la commune. La commune, en fait, on voulait que tout soit au niveau iris, mais c'était impossible parce que les données de l'assurance maladie sont au niveau communal, c'est le niveau le plus bas. Donc, on ne pouvait pas avoir le niveau iris, même si on a dupliqué, on a considéré que les iris appartenant à la même taux. Voilà. Et ensuite, les données
qui sont les données socio-démos, on a pu les avoir au niveau IRIS. Donc, voilà. Et ensuite, les données aussi d'exposition au bruit qu'on a pu avoir au niveau RIS. Et pour mettre en relation ces indicateurs d'exposition au bruit et l'indicateur sanitaire, on a utilisé un modèle additif GAM à effet mix. L'effet aléatoire, c'est au niveau IRIS, en fait, ça permet de tenir en compte la non-dépendance des données au niveau IRIS. Tout à l'heure, j'ai parlé de densité de population. En réalité, pour être plus clair, ce n'est pas la densité de population qu'on a utilisé. On a utilisé le logarithme ln de la densité de population. Ça permet de pouvoir tenir en compte la variabilité de la densité dans chaque iris. Et ensuite, ces études-là, on avait une population qui est autour de 10 millions de personnes, en fait 10 millions, disons 8 millions parce que on a enlevé les moins de 18 ans et les plus de 79 ans et on a regardé sur une période de 15 non, 2015 à 2021, même si la relation, on l'a regardé que sur entre ces deux indicateurs-là, de 2017 à 2019. Et on a utilisé un R et principalement la fonction gamme. Voilà, Maxime reviendra plus tard sur cette partie modélisation. Je vais laisser peut-être Fanny de pouvoir peut-être nous expliquer un peu comment on a construit les indicateurs d'exposition au bruit. Moi, je reviendrai plus tard sur l'indicateur sanitaire en tant que tel. Voilà. Merci. Ouais. Oui, un point important du projet Somnibruit, ça a été la mobilisation des données, donc à la fois données environnementales et données de santé. Donc moi, concernant en Bruit Paris, on a été évidemment impliqué dans la mobilisation des données de bruit. Alors, ce qu'il faut, comme disait Maxime, ce qu'il faut savoir, c'est que les données de bruit, on dispose de cartes de bruit qui sont élaborées dans le cadre d'une directive européenne qui a imposé d'utiliser une certaine méthode en fait pour simuler, modéliser à l'aide d'outils informatiques les niveaux de bruit associés à chacune des sources de bruit des transports. Donc, on a, connaissant le débit de véhicules sur une infrastructure, les vitesses, les types de revêtements de chaussée, on peut estimer la puissance acoustique de cette voie et propager après le bruit dans l'environnement en tenant compte des règles de propagation du bruit, des réflexions, des absorptions par des matériaux, etc., etc. Donc, c'est comme ça qu'on arrive à estimer en chaque point du territoire, en fait, un niveau de bruit pour un indicateur qui est un indicateur de moyenne énergétique sur une période donnée. Donc, on a deux grands indicateurs qui sont utilisés au niveau européen. L'indicateur L-Night qui focalise sur la moyenne de bruit en fait sur la période de nuit, entre 22h et 6h. Et puis, un indicateur qu'on n'a pas utilisé dans le cadre de ce projet, mais qui est un indicateur plus global qui tient compte de la période de nuit, mais aussi des autres périodes de la journée et qui pondère voilà, la période de jour, de soirée et de nuit avec des coefficients différents pour essayer de retraduire un niveau de bruit global en fait d'exposition sur la journée pour les individus. Voilà, donc là vous avez l'exemple donc pour les cartes de bruit, des niveaux de bruit générés à la fois par le bruit routier, par le bruit ferré, par le bruit aérien. Donc en tout point du territoire, on est capable de savoir combien en moyenne sur une année, la nuit, il y a de bruit généré par la route, par le fer ou par les avions. Comme le disait Maxime, par contre, on n'a pas ce genre d'informations pour l'autre source à laquelle on s'est intéressé, à savoir le bruit récréatif. Donc, il a fallu faire une méthode un peu alternative, simplifiée. On est parti, alors on avait fait des premiers tests déjà dans un quartier de Paris, sur le quartier Albeaubourg-Montorgueil en 2022, où on avait fait une modélisation du bruit avec des mesures qui nous avaient permis de caler un petit peu les puissances acoustiques qu'on pouvait rencontrer sur des terrasses, typiquement devant des établissements. Donc, on a réutilisé ces informations pour essayer d'extrapoler en fait à l'ensemble du territoire de la zone dense francilienne pour simuler en fait en quelque sorte avec une méthode simplifiée des niveaux de bruit qu'on pouvait avoir aux abords des établissements. Alors, c'est simplifié parce qu'on a considéré que finalement tout établissement de type donc bar, restaurant, enfin où il y a du débit de boisson, pouvait avoir une terrasse devant, ce qui n'est pas le cas. Donc on a beaucoup plus de terrasses fictives que dans la réalité, probablement.
Par contre, on a ajusté pour que la puissance acoustique qu'on a finalement utilisée sur chacune de ces terrasses permette au global, à une échelle statistique. Donc, on s'est calé sur ce qu'on a eu, enfin, ce qu'on avait fait sur Paris, sur le quartier des Halles, Beaubourg, Montorgueil à Paris, pour que la répartition, la distribution des populations exposées au bruit récréatif soit la même en fait, avec cette approche simplifiée par rapport à une approche plus complète, où là on a fait une modélisation plus fine dans le cadre de l'étude. Voilà, donc on a extrapolé cette méthode pour essayer d'évaluer en fait une distribution de population exposée au bruit récréatif, comme on peut l'avoir sur le bruit des transports. Alors pour passer d'un niveau de bruit dans l'environnement, ce qu'on fait par modélisation, à une exposition des individus, il y a une technique qu'on utilise qui est imposée par l'Europe pour répartir en fait les personnes d'un bâtiment au niveau de bruit qui sont en façade de ce bâtiment. Donc, on répartit pas à part égale sur tous les points, sur tous les niveaux de bruit autour, mais uniquement finalement sur les 50% du linéaire où il y a le plus de bruit. Et donc, on va affecter principalement la population aux endroits où il y a le plus de bruit, mais en gardant quand même une petite variation. Voilà, c'est pas le point le plus fort, c'est les 50% du bâtiment où on a les niveaux les plus forts et on répartit la population à part égale sur le nombre de récepteurs qu'on a pu évaluer. Voilà. Donc ça, c'est la façon dont on a pu affecter à chaque personne, finalement, un niveau de bruit. Donc ça, on descend finalement à l'échelle du bâtiment, c'est quelque chose de très fin. Mais après, on va réagréger ces données pour avoir la distribution de la population par plage, par exemple, de 1 décibel, selon l'indicateur Hélène, pour chaque source de bruit, donc route, fer, air, récréatif, à l'échelle de l'IRIS ou à l'échelle de la commune ou à l'échelle d'une maille. Ça dépend des besoins de l'étude. Là, on a travaillé essentiellement à l'IRIS, puisque comme vous l'a dit Kadim, les données les plus fines dont on pouvait disposer, c'est pour les facteurs de défaveur sociale, donc tous les facteurs socio-économiques, où on a accès à une information à l'IRIS. Donc, c'est une entité territoriale de l'INSEE qui a environ autour de 2500 habitants. Donc, on a travaillé vraiment à cette échelle-là pour produire les données de bruit, d'exposition au bruit. Et pour aller un peu plus loin, parce que c'est pas facile pour mettre en relation un indicateur de santé avec une distribution de population par plage de niveau, il a fallu rassembler toute cette information. Donc, ce que vous avez à droite, là, le graphique de distribution du nombre de personnes exposées par plage de 1 décibel en une seule information. Et on a utilisé l'indicateur AEI, qui est un indice moyen d'exposition pondérée par la population, c'est-à-dire qu'on va finalement sommer l'énergie de chaque tranche de population pour avoir un indicateur global. Donc, c'est une formule un peu compliquée avec des logarithmes. Je rentre pas dans les détails, mais ça a été utilisé déjà dans d'autres études épidémiologiques, notamment une grosse étude qui avait été menée en France qui s'appelle l'étude DEBA, qui s'est intéressée au bruit des avions et les impacts sur la santé. Et donc, cet indicateur d'exposition pondérée, on l'a calculé donc pour chaque source de bruit, mais aussi en cumul pour le bruit des transports et en cumul aussi pour l'ensemble des 4 sources de bruit. Donc, on a généré finalement 5 indicateurs à l'échelle de l'IRIS, un par source de bruit, un en cumul transport et un en total. Et c'est cet indice qui a ensuite été croisé avec les indicateurs de santé. Alors, avant que peut-être Kadim présente plus en détail l'indicateur de santé, vous donnez juste ce que ça donne finalement en termes de résultats, quels sont les enjeux au sein de cette zone dense francilienne en termes d'exposition au bruit nocturne. Vous voyez que par rapport aux recommandations de l'OMS qu'a cité Maxime tout à l'heure, on a quand même un enjeu très très fort d'exposition au bruit, notamment la nuit au sein de cette zone dense, puisqu'on est à près de 8 millions de franciliens, enfin d'habitants qui sont en excès de cette recommandation pour le bruit routier, plus d'1 million pour le bruit ferré et le bruit aérien, et également pour le bruit récréatif si on utilise la même recommandation que pour le bruit routier. Il n'y a pas de recommandation émise par l'OMS pour le bruit routier, donc on a utilisé la recommandation faite pour le bruit routier qui est de 45 décibels la nuit.
Et vous voyez que c'est des chiffres quand même très importants en termes d'exposition, hein. Alors évidemment, c'est le bruit routier parce qu'il est omniprésent qui domine. Vous le voyez sur la carte colorée. Voilà, on voit que tous les iris sont plus ou moins concernés avec un niveau de l'indice AU assez fort pour le bruit routier. Que, au contraire, pour le bruit ferré et le bruit aérien, bah, c'est très localisé évidemment aux abords, soit des aéroports, soit des lignes de, de chemin de fer. Et puis, bah, que pour le bruit récréatif, on a un motif qui est très parisien, hein, avec évidemment le cœur, notamment l'hypercentre de Paris et certains quartiers plus festifs du 11e, voilà, qu'on connaît tous, qui ressortent assez fortement. Et puis après, bon, bah, voilà, c'est quand même, dès qu'on sort de Paris, c'est quand même beaucoup moins important comme problématique. Voilà, je vais passer Merci. la main. Voilà. Si vous pouvez peut-être aller un tout petit peu vite, parce qu'on a pris pas Oui, mal de parce que, retard, en ouais, fait. ok, d'accord, ok. Kadim, Et Kalim, on te laisse la parole pour la Ouais, partie données sanitaires, parfait. même Ouais. si tu as dit déjà pas mal de choses. Ouais, c'est ça. En fait, on est parti d'une liste de médicaments qu'on a mis en place, définie avec le professeur Léger, qui est professeur à l'Université Paris-Cité et à l'Hôtel Dieu. Et quand on a notre cohorte de liste de médicaments et ensuite on est parti sur les SNDS pour essayer d'extraire les remboursements de ces médicaments. Le SND, c'est quoi? Le SND, c'est le Système national de données de santé, c'est les données de remboursement de l'assurance maladie qui est composé en gros de trois parties. Il y a une partie données de médecine de ville, quand vous allez voir un dentiste, voilà, etc. Il y a les données de PMSI, c'est les données d'hospitalisation. Il y a les données du CPDC qui sont les données de cause données. Après, il y a d'autres données aussi dans de cartographie des maladies, ainsi de suite. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a notre cohorte de médicaments, on rentre dans les CNDS, on va aller chercher les gens qui ont eu des délivrances de médicaments qui sont âgés de 18 à 79 ans de cette zone-là. Et ensuite, pour être considéré comme un cas, il faut que sur une période de 3 mois, on a un traitement. On part sur des périodes de 3 mois sur l'année et glissant, et ensuite on arrive à déterminer l'ensemble des personnes qui sont dans ce cas-là, et ensuite on a le doublon, ça nous fait une moyenne, en fait, dans l'année, nombre de cas en moyenne de 790 000 personnes. Et on s'est rendu compte aussi qu'il y a d'autres gens aussi qui peuvent prendre ces médicaments-là parce qu'ils ont d'autres pathologies qui ne sont pas liées forcément au, au bruit pour dormir. Et on les a enlevés, voilà. Et l'assurance maladie nous permet de pouvoir faire ça parce qu'il y a la cartographie des médicaments, en fait, des pathologies qui nous permettent de pouvoir décrire ces pathologies-là et savoir qui est concerné ou pas et ensuite essayer de les exclure. Et en moyenne, sur une année, entre 2015 et 2021, on avait environ 515 000 de cas par année pour pouvoir de cas. Et en fait, pour répondre en gros Laura, à ta question, c'est pour pouvoir mettre en évidence cette relation-là entre notre indicateur sanitaire et les indicateurs de bruit, on a mis en place une étude écologique. Voilà, en gros. Et pour compléter Kadim rapidement, cet algorithme d'inclusion, comme vous le voyez à l'écran, se base sur des critères de l'insomnie. Parce que l'objectif a été vraiment de cibler les personnes, les patients qui sont sujets à l'insomnie chronique, d'où le critère de traitement supérieur ou égal à 3 mois consécutifs, qui fait partie des critères de diagnostic de l'insomnie chronique. Voilà. Entendu. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Du coup, on va passer à la question suivante. Je laisse Maxime la poser. Ouais, tout à fait, merci beaucoup. Et merci pour les efforts de pédagogie dans cette partie un peu plus méthodologique, avec tous ces différents indicateurs qui montrent bien la complexité de comprendre le bruit et d'aller plus loin avec comment les liens finalement de cette pollution sonore sur la qualité du sommeil. Concrètement, maintenant, si on prend un peu de distance sur les données, qu'est-ce que ça donne et qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Comment est-ce que vous avez interprété les différents résultats et quelles sont les choses qui vous ont interrogé ou qui ont peut-être été aussi confirmées? Alors, Fanny a déjà présenté quelques résultats sur la partie exposition au bruit, mais qui sont plutôt bien connus, puisqu'elles sont issues des cartes stratégiques de bruit, même si la nouveauté réside la carte de bruit liée aux activités récréatives. Mais par contre, la nouveauté, c'est justement les résultats
d'une part, des données de remboursement des médicaments qu'on a ciblés. Alors, Khalid, peut-être, si tu veux Ouais, prendre la ouais. parole là-dessus. Ouais. Et les résultats, en fait, il y a deux phases. Il y a cette phase où on décrit les médicaments, le remboursement des médicaments en tant que tel, et ensuite on a essayé de les mettre en relation avec des facteurs sociodémos. Et ensuite, dans une deuxième phase, on a mis en relation ces données de remboursement de médicaments et les données d'exposition au bruit. On a cette là pour les données, une fois que on a regardé les gens qui ont des remboursements, on a fait des taux par commune, les taux de remboursement, et on voit sur cette carte-là qu'en fait, il y a une zone nord qui est beaucoup plus exposée qu'une zone sud qui est moins dense. Ce qu'on voit dans ces premiers résultats en soi qui est un résultat, parce qu'on verra avec tout ce qui est socio-domo, d'où peut venir cette relation-là. Voilà. Et ensuite, on voit qu'en fait, dans cette zone graphique, on voit en fait environ 7% de la population est concernée par ces troubles du sommeil. Voilà. En gros, enfin, qui ont un remboursement. Voilà. Et par rapport au sexe, on voit aussi que les femmes sont beaucoup plus exposées que les hommes, même si au fil de l'année, des années, il y a une tendance à la baisse. Voilà. Maxime. On a aussi regardé, en fait, sur une année donnée, on regarde sur 3 mois, sur les 3 mois glissants, on regarde quelles sont les périodes où il y a beaucoup moins de délivrance. Là, on voit que sur l'année, c'est les mois de l'été où il y a beaucoup moins de délivrance. Est-ce que c'est fait que les gens se déplacent, les dents dorment beaucoup mieux, donc ils ont beaucoup moins de délivrance, ou est-ce que les gens sont pas leur zone d'étude, dans leur zone de, de résidence, donc ils ne sont pas allés faire la démarche de faire des délivrances, ou est-ce qu'ils ont fait des stocks avant de partir? En fait, c'est peut-être un mélange de tout ça qui fait que voilà, qui donne ça. Et voilà, là, c'est le résultat. On voit que les femmes en hydratation beaucoup plus importante que les hommes. Et par classe d'âge, on voit, en fait, il y a un gradient. Plus on est âgé, plus on a des délivrances. C'est pareil pour le FDEP. Les communes qui sont les plus défavorisées, c'est dans les communes-là où il y a plus de délivrances. Laisse Maxime présenter la partie Ouais. où on regarde la C'est relation statistique. Ouais. les résultats issus de ces remboursements, ils confirment hein, quand même les tendances actuelles de diminution des remboursements de ces médicaments. Enfin, non pas qu'ils sont moins remboursés, mais plutôt que les médecins tendent à moins prescrire ces médicaments euh, pour l'insomnie chronique. Envers justement des solutions non médicamenteuses, notamment les techniques cognitives et comportementales. Voilà. Et concernant justement la relation entre l'exposition au bruit, les cartes stratégiques de bruit et les données de remboursement, on a utilisé des modèles additifs généralisés mixtes pour prendre en compte les différentes sources de bruit et des facteurs de confusion qui étaient l'indice de désavantage social pour le statut socio-économique, la part de population sans médecin traitant, puis aussi la densité de la population, en prenant en compte comme effet aléatoire dans le modèle l'iris, donc la maille d'analyse. Donc voici les quatre graphiques qui présentent la relation, qui étaient toutes significatives dans le même sens. Hein. Plus on est exposé au bruit nocturne, l'indicateur L-Night AEI, plus à l'iris, plus le taux de patients qui bénéficiaient de ces remboursements était élevé. Voilà. Donc on peut faire un classement, hein, puisqu'on voit bien ici que le coefficient, donc la force de la relation est quand même plus élevé pour le bruit routier, puis celui lié aux activités récréatives, puis lié au trafic aérien et enfin le trafic ferroviaire. Donc ça démontre une nouvelle fois, avec cette étude écologique au sein de la zone dense francilienne, que ces quatre sources de bruit sont liées, il y a une relation voilà, avec le remboursement de médicaments associés à l'insomnie chronique. Et donc, on a voulu faire également l'inverse en prenant en compte un scénario pour justement se rendre compte de l'ampleur de l'effet de cette exposition au bruit sur les troubles du sommeil, en se disant, bah ok, l'état actuel
de l'exposition, comme l'a précisé Fanny, est celui-ci. Quels seraient les bénéfices de réduire l'exposition au bruit en diminuant, par exemple, les nuisances sonores en dessous des recommandations de l'OMS présentées au début? Et justement, le modèle indique que ça permettrait de diminuer le nombre de patients qui bénéficient de ces remboursements, de ces médicaments, autour de 3%, ne serait-ce que par la réduction du bruit. Et lorsqu'on descend à une limite de 40 décibels, qui est quand même la recommandation pour une chambre à coucher, ce serait un peu plus, ouais, 5,6% de diminution de patients qui ne bénéficieraient plus de médicaments liés à l'insomnie chronique. Donc voilà, ça permet de donner des chiffres du nombre de personnes qui bénéficieraient de cette réduction de bruit liée à la réduction, enfin, bénéficieraient d'une réduction de remboursement liée à la réduction du bruit. On a également exploré des différences socio-économiques par sexe, par âge dans cette relation. Et là, on se rend compte bien au niveau de la figure que les femmes, la relation, l'impact de l'exposition au bruit est plus fort chez les femmes que chez les hommes, qu'elle tend à augmenter avec l'âge également. Donc, et aussi avec le niveau de désavantage social. Alors l'hypothèse derrière tout cela, c'est que le sommeil, on le sait bien, est quand même plus vulnérable chez la femme. Les femmes rapportent davantage que les hommes des plaintes d'insomnie. Les plaintes d'insomnie, entre autres, augmentent avec l'âge. On a un sommeil plus vulnérable avec l'âge. Et on sait bien également que les communes, les secteurs les plus défavorisés ont tendance à avoir un sommeil, les personnes ont tendance à avoir un sommeil plus néfaste et un sommeil d'ores et déjà vulnérable. Euh, le bruit, en tout cas, a un impact plus important sur un sommeil d'ores et déjà vulnérable puisque le sommeil est davantage léger. Donc pour conclure un petit peu et résumer un petit peu les résultats, le trafic routier est la source de bruit la plus préoccupante dans la zone dense francilienne, que le bruit lié aux activités récréatives nocturnes pourrait contribuer aux troubles chroniques du sommeil, et qu'intégrer le bruit dans les politiques de prévention du sommeil et élargir la prise en compte des nuisances sonores urbaines est nécessaire au-delà du bruit des transports. Donc il y a quand même un certain nombre de perspectives dans cette étude. Tout d'abord, de consolider l'indicateur d'exposition au bruit lié aux activités récréatives, parce que comme l'a précisé Fanny, ça reste une modélisation, une première approche. De mieux prendre en compte aussi le caractère événementiel du bruit, notamment aérien et ferroviaire, puisque l'indicateur L-Night qu'on a utilisé, c'est une moyenne énergétique annuelle. Donc elle ne prend, en tout cas, le caractère événementiel est un peu dissous dans cet indicateur. Et donc peut-être que l'impact du bruit sur le sommeil en prenant en compte un indicateur de bruit événementiel, sous forme notamment de compteur, pourrait peut-être mieux éclairer de l'impact du bruit de ces nuisances sur le sommeil. Il y a notamment des études en laboratoire qui montrent bien que le bruit lié au trafic aérien, qui est quand même qui est événementiel et qui s'introduit très ponctuellement dans le sommeil, crée davantage justement d'éveils nocturnes pendant la nuit. Et donc pour cela, il y a la nécessité de réaliser des études individuelles sur la source de bruit. Et puis on se pose aussi la question à quel point le bruit contribue à la prévalence d'insomnie chronique par rapport à la définition en tant que telle de l'insomnie, la définition clinique. Donc cette étude, donc, elle a permis de plusieurs choses, en plus des résultats, déjà de mettre à disposition notre algorithme, à la fois de remboursement pour extraire les données de remboursement de psychotropes hypnotiques, et également de réaliser les cartes stratégiques de bruit, donc d'exposition sonore des populations. Puis on a publié ces résultats dans deux revues, le bulletin épidémiologique hebdomadaire en ce qui concerne l'indicateur sanitaire, et puis, dans le journal International Journal of Environmental Research and Public Health, pour les résultats de l'association entre l'exposition au bruit et l'indicateur sanitaire qui était le remboursement des médicaments. Donc, pour terminer, au niveau des limites, on était vraiment sur une étude écologique, donc on ne peut pas approcher la variabilité inter et intra-individuelle de l'impact de l'exposition au bruit sur le sommeil. On n'avait pas également l'exposition réelle, puisqu'on avait
L'indicateur L-Night ne prend pas en compte par exemple le port de bouchons d'oreilles par les individus, par l'insonorisation des chambres, ni le lieu justement de la chambre dans l'habitat. Et on n'a pas non plus l'effet aigu et chronique du bruit. Donc pour cela, on a besoin de réaliser des études individuelles avec une cohorte. Et c'est un petit peu tout l'enjeu de ces prochaines années, de réaliser une étude individuelle dans une population assez large en explorant les paramètres objectifs du sommeil, de quantité de sommeil, de qualité, de continuité et de fragmentation, donc les paramètres impactés, potentiellement impactés par le bruit. Vous voyez ici un hypnogramme donc, qui traduit l'architecture du sommeil. Donc ça, c'est quelque chose qu'on souhaite explorer, en quoi le bruit impacte l'architecture du sommeil, donc comment le bruit rend vulnérable notre sommeil. Et la seule étude, en tout cas, réalisée en France avec une approche à grande échelle, est issue de l'étude débat, mais qui s'est intéressée uniquement au bruit du trafic aérien. Donc, on souhaite réaliser une étude individuelle dans les prochains mois et prochaines années, avec pour objectif d'évaluer l'impact de chaque source de bruit. Donc, les quatre qu'on a citées, enfin qu'on a utilisées, qu'on a explorées dans le cadre de l'étude Somni-Bruit sur les paramètres physiologiques associés à la régulation du sommeil, sa qualité et sa quantité. Donc répondre à la question de comment le bruit impacte notre sommeil. L'objectif sera également d'identifier les indicateurs acoustiques qui expliquent le mieux les perturbations du sommeil selon sa source. Donc, au sein des sources, qu'est-ce qui impacte le sommeil en termes d'indicateurs de bruit? Est-ce que ce sont plutôt des indicateurs énergétiques ou plutôt qui traduisent le caractère événementiel du bruit? Comment on va essayer d'explorer dans quelle mesure et de quelle manière le sommeil de certaines populations est plus vulnérable face au bruit. Donc ça fait référence au dernier résultat que je vous ai présenté sur la vulnérabilité de certaines populations, de qui, donc la question est de qui est le plus impacté par le bruit, et donc derrière pour pouvoir donner des recommandations pour ces populations-là. Et enfin, le but, ce sera d'identifier les périodes et les contextes les plus à risque pour le sommeil face au bruit. Donc quand est-ce que le bruit impacte le plus notre sommeil? On a des hypothèses, notamment en fin de soirée, lorsqu'on souhaite se coucher, l'activité des bars, les activités récréatives est plus forte. Et le matin, vers 5-6 heures du matin, il y a notamment une reprise du trafic routier et aérien lorsqu'il y a un couvre-feu, notamment comme à Orly. Donc ça peut être des périodes plus nocives pour notre sommeil et donc également à préserver. Voilà, et donc ça, c'est un petit peu la méthodologie qu'on souhaite mettre en place pour répondre à ces objectifs, donc de réaliser une étude individuelle avec à peu près 500 participants, mesurer le sommeil à domicile, le bruit également, et prendre en compte des facteurs de confusion, notamment environnementaux, pour isoler l'effet du bruit selon sa source sur la physiologie du sommeil. Voilà, j'espère avoir répondu aux questions. Oui, très bien, Merci, très intéressant. merci beaucoup. Ouais, c'est super, super intéressant et ça ouvre Si vous pas voulez mal que j'arrête le partage d'écran pour de, qu'on puisse voir, hein. Effectivement, on peut passer à la petite phase de questions-réponses et ce sera peut-être plus vivant si on a les visages en grand. En tout cas, merci beaucoup, c'est super et c'est vrai que ça laisse entrevoir encore plein d'autres pistes de recherche et par ailleurs, avec les pics de chaleur, en tout cas personnellement, ayant besoin d'ouvrir ma fenêtre, je me sens un peu concerné. Donc c'est peut-être encore plus dans l'actualité. Merci beaucoup. Je vous propose de vous lire les questions qui ont été posées et de vous laisser un peu le temps d'y répondre. Euh, Alors, première question, je pense que c'est une question qui a été posée au début du webinaire, donc vous en avez un petit peu parlé. Je la cite quand même, et peut-être que vous allez avoir des compléments à ajouter. Donc, qu'en est-il pour le bruit récréatif? Quelles limites? Je pense qu'on Limite a, méthodologique. ouais, je pense qu'on a répondu en cours de route hein, sur le Mm. fait que c'était à la fois l'originalité de ce projet, c'était de s'intéresser pour la première fois au bruit récréatif, parce que c'est vrai que toutes les études qui ont été menées, la plupart des études dans la littérature scientifique ont tenu compte uniquement du bruit des transports. Donc ça, c'était un des points voilà, original de cette étude, c'était de commencer à travailler sur le bruit récréatif, même s'il n'existe pas encore de technique de description, de caractérisation du bruit récréatif qui soit aussi bien approprié que ce qu'on fait pour le bruit des transports. Mais on a quand même mis en place une première approche simplifiée
Le but maintenant, comme disait Maxime, hein, c'est d'aller plus loin. On essaye de déposer, ça fait 3-4 ans maintenant qu'on essaye de déposer un projet à l'Agence nationale de recherche pour faire réaliser une première étude épidémiologique vraiment sur le bruit récréatif, c'est-à-dire qui s'intéresserait d'une part à mettre en place les méthodes pour caractériser le bruit récréatif avec des modèles comme il en existe pour le bruit des transports, donc d'aller plus loin que ce qu'on a pu faire dans le cadre de Somnibruit, et puis réaliser spécifiquement des relevés de mesures et de paramètres physiologiques chez des personnes soumises à du bruit récréatif. Donc ça, c'est encore une autre ampleur par rapport à l'étude bruit-sommeil qu'on veut mener en Île-de-France là, sur différentes catégories. Mais ça peut évidemment se compléter et se renforcer. Cette étude qui s'appelle Noctambruit, voilà, ça fait 3-4 dépôts qu'on fait. On espère cette année qu'elle sera retenue. Donc il y aura peut-être des avancées sur ce sujet, voilà, de bruit récréatif. Mais c'est vrai que c'est un enjeu très important pour participer à un certain nombre de réunions dans des mairies d'arrondissement dans Paris. C'est vrai que sur le thème du bruit, c'est un des enjeux quand même qui ressort très très fortement, puisque grâce aux politiques publiques quand même qui sont menées en termes de mobilité, on a sur le bruit routier une tendance à la baisse, hein, surtout dans des centres comme Paris, avec moins d'usage de la voiture, avec des politiques qui vont quand même dans le sens par les abaissements de vitesse, par les changements de revêtement de chaussée, dans une tendance à une diminution globale du bruit routier. Et par contre, sur le bruit des terrasses, on a plutôt une dimension sociétale qui fait que ça a tendance à se multiplier, que les gens aspirent à être, c'est aussi chacun d'entre nous qui aspirons à être peut-être profiter plus de l'extérieur pour avoir une dimension récréative en soirée, la nuit, et ça pose des tas de questions. Puis avec le réchauffement climatique, c'est vrai que les usages aussi évoluent. Les gens vivent plus dehors, mais veulent aussi, quand ils dorment, ouvrir leurs fenêtres pour avoir un peu de fraîcheur. Et donc, on a des conflits d'usage entre plus de gens dehors, des gens à l'intérieur qui veulent pouvoir ouvrir leurs fenêtres. Et ça crée des tensions importantes. Ok, merci beaucoup pour cette réponse. Je vais vous donner une autre question qui a été posée, qui souligne le fait que les pollutions sont souvent des pollutions associées, et qui demande si vous avez pris en compte les pollutions lumineuses ou atmosphériques, par exemple, en tant que facteur confondant des effets du bruit. Ce serait ce, voilà, au début, je présentais les facteurs environnementaux qui impactent le sommeil, les fameux synchroniseurs, qui est notamment la lumière. L'OMS le cite pas forcément dans son rapport, mais je suis persuadé que la lumière est peut-être même devant le bruit sur l'impact sur le sommeil. Ça fait une centaine d'années maintenant qu'on a la lumière artificielle dans les zones urbaines et qui participe grandement à la réduction de la quantité et qualité de sommeil. Donc sur ce genre d'études, ça n'a pas été fait dans l'étude Somnibruit, mais pour encore mieux préciser l'impact du bruit, ce serait vraiment une bonne chose de prendre en compte ce facteur de luminosité et également climatique. Et c'est exactement ce qu'on veut faire dans l'étude individuelle. C'est quand même un peu plus facile de le mesurer à domicile. Donc en plus de mesurer le sommeil et le bruit chez l'habitant dans la chambre, on envisage de mettre des capteurs justement pour mesurer la luminosité en cours de la nuit et la journée. Et également prendre en compte les aspects climatiques, de température, humidité. Alors, on n'a pas pour le moment mesuré la qualité de l'air, mais la qualité de l'air, on le sait bien, également influence le sommeil, mais de moindre mesure quand même que la luminosité et le bruit. Mais en effet, pour vraiment être le plus précis possible, ce sont les facteurs à prendre en compte. Merci beaucoup. Et une dernière question, je vous propose de la prendre avant de clôturer cette présentation. Bonjour, merci beaucoup pour cette passionnante présentation. Vous avez pu montrer une augmentation des remboursements liés aux troubles du sommeil avec l'âge, et en particulier chez les femmes. Sommes-nous donc plus sensibles au bruit, entre parenthèses tous les types, avec l'âge? Mon hypothèse, c'est que, alors, au niveau des études sur la gêne, il y a pas, l'effet âge, il est quand même
il est pas non plus très important. C'est d'ailleurs, c'était un peu surprenant. Enfin, quand on a sorti les résultats de notre étude sur somnibruit vis-à-vis des études de la gêne, je me suis posé la question de pourquoi justement il y avait cette augmentation liée à l'âge. Donc mon hypothèse, elle n'est pas forcément liée à une gêne plus prononcée par l'âge. Voilà, on n'est pas forcément plus revendicateur lorsqu'on notre âge augmente, mais c'est plutôt lié à notre sommeil, où plus on est âgé, malheureusement, plus on a un sommeil vulnérable, plus léger. Et donc, le bruit, un événement bruyant, va s'introduire plus facilement dans notre sommeil par rapport à quelqu'un qui est plus jeune, notamment adolescent, où le sommeil lent profond est beaucoup plus conséquent en termes de proportion pendant la nuit. Sachant que le sommeil lent profond, c'est le sommeil où, comme son nom l'indique, on est le plus profond dans le sommeil, où on est le plus occulté par tout notre environnement. Et si on en fait moins, justement, bah, on est plus, pas forcément, je ne vais pas dire le mot sensible, mais en tout cas oui, le bruit en tout cas peut plus facilement s'introduire dans notre sommeil et donc engendrer un sommeil un peu plus fragmenté. Merci beaucoup. Camille, Kadim, je ne sais pas si vous voulez rajouter un petit mot pour compléter la réponse de Maxime. Non, je pense que c'était assez complet en effet. Et puis, on va essayer d'explorer tout ça d'ailleurs sur l'étude individuelle. C'est le but, hein, c'est de mieux Mm. comprendre justement quelles sont les périodes voilà, de la nuit où on est plus sensible en fait à des perturbations extérieures, type bruit, parce que le sommeil est déjà peut être plus ou moins déjà fragmenté ou voilà. Donc ça c'est tous les prolongements pour mieux comprendre et puis guider. C'est un intérêt. Enfin, il y a des réponses qui devraient être apportées. Par exemple, la gestion du bruit autour des aéroports. À Mm. l'heure actuelle, tout est fait pour essayer de préserver au maximum le cœur de nuit, c'est-à-dire en fait entre 2 heures du matin et 5 heures du matin. Mais est-ce que c'est la bonne réponse? En fait, on n'en sait rien. Scientifiquement, Exactement, oui. Parce que comme je le disais, le on pense. sommeil lent Voilà, profond, il est voilà. notamment présent en première partie nuit, donc c'est le fameux créneau minuit, 3 heures du matin, si quelqu'un se couche à 22 heures et se lève à 7 heures du matin, par exemple. Mais le trafic reprend à 5 heures du matin. C'est là qu'on fait un sommeil, le sommeil est un peu plus léger. On a un sommeil on a un peu plus de sommeil paradoxal. Et donc, la protection du sommeil lent profond est moins présente. Donc, est-ce que c'est propice d'avoir enfin, voilà, Oui, en fait, d'avoir ces... d'avoir plus de trafic au moment où on s'endort et où on se réveille, en fait, est-ce que c'est les bonnes périodes où on devrait, ou est-ce que ce serait pas le contraire, en fait, qu'il faudrait faire, Mm. c'est-à-dire finalement mettre plutôt les avions en cœur de nuit et puis en mettre moins aux heures où on s'endort et on se réveille en fin de nuit. Voilà, Bon, en c'est tout des cas, questions, en fait, il n'y a pas eu vraiment d'études scientifiques approfondies, en fait, sur ça. Donc, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, il y a des politiques aéroportuaires qui sont menées pas qu'en France, hein, de manière générale, qui visent à préserver vraiment ce qu'on appelle le cœur de nuit, mais est-ce que c'est la bonne réponse appropriée pour les problèmes de santé? Mm. Finalement, il reste, voilà, bon. des inconnus. Comme je le présentais tout au début, où vous montrez l'architecture du sommeil, les fonctions du sommeil. Chaque stade de sommeil a ses propres fonctions, mais il n'y en a pas un mieux que l'autre. Donc, de mon point de vue, la bonne solution, c'est qu'il n'y ait aucun bruit de l'endormissement Ça jusqu'au serait matin l'idéal. pour préserver la Après, bonne qualité voilà, d'endormissement, de sommeil en profond, paradoxal, léger, qu'on ait le moins possible de micro-éveil. Enfin voilà, mais bon, voilà, dans un contexte sociétal comme le nôtre actuellement, bon, il faut trouver la solution, en tout cas la moins néfaste pour ouais, la le population. compromis acceptable termes, Exactement. en termes En tout cas, d'économie et de santé. ça pose plein de nouvelles questions. Bah, merci beaucoup Merci en tout cas. beaucoup. Merci pour cette belle présentation. Euh, Nous, on revient vers vous donc, pour vous envoyer donc, le lien vers le replay une fois que ce sera disponible. On en profitera également pour vous mettre en visibilité et quelques ressources qui ont pu être ouvertes aussi au cours du projet. En tout cas, voilà, c'était un plaisir de pouvoir accompagner cette belle équipe autour du projet Somnibruit. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas aussi à nous contacter. On se fera un plaisir de faire remonter les différents points à Fanny, Maxime ou à Camille. Très belle journée à tous et à très vite. Belle Merci journée, au beaucoup. revoir. Merci, au Au revoir. revoir. Merci. Merci à tous. Au revoir. Merci. Merci.